cette session organisée par Labo 1.5. Je suis Céline Serrano, INRIA. Il y a très peu d'INRIA dans cette salle, je pense. Et je travaille à plein temps pour Labo 1.5. Je vais vous présenter donc les intervenants qui vont nous parler de l'empreinte carbone de la recherche et des difficultés pour les laboratoires et au-delà de non seulement la mesurer et puis ensuite essayer de la diminuer. Qui a déjà entendu parler de Labo 1.5? Wow. Donc nous sommes face à un public conquis, j'espère. Qui est impliqué dans Labo 1.5? Wow. Un peu moins, mais... Alors, les intervenants, donc, puisque vous connaissez Labo 1.5, vous devez connaître Tamara Ben-Ari, qui est la cofondatrice donc, du collectif avec Olivier Bernet en mars 2019. En mars 2019, oui. 4 ans après, on est toujours là, on est de plus en plus là, on est de plus en plus connus et de plus en plus installés dans le paysage de la recherche, à la fois auprès du personnel scientifique, des laboratoires, et puis aussi quand même auprès disons, des institutionnels, du comité d'éthique du CNRS, enfin voilà, des instances comme ça. Donc on commence vraiment à avoir de l'ampleur. Et je remercie vraiment Tamara d'avoir accepté d'intervenir et qui va nous raconter, je pense, l'histoire, les tenants et les aboutissants de Labo 1.5. Antoine Hardy, notre deuxième intervenant, qui est doctorant en sciences politiques, qui est un jeune homme agité et hyperactif. Pas jeune, pas un jeune homme. Et donc, parmi toutes ces activités, donc Antoine, en fait, j'essaye de mettre en valeur pas du tout le parcours académique, puisque je trouve que c'est pas le propos, mais plutôt ce que les gens font autour. Et donc, Antoine anime un podcast qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde et que vous pouvez aller écouter si vous avez le temps. Et Alexandre Santerne, donc, qui est astrophysicien au LAM. Et donc, moi, j'ai connu Alexandre parce que Alexandre a proposé à toute la communauté Labo 1.5 des courbes de température sur 50 ans. Donc, vous voyez là la campagne Show Your Stripes. Et donc, Alexandre l'a fait pour toutes les villes de France, et même l'Italie, la Belgique et la Suisse. Sauf la Corse. Sauf la Corse. Voilà, il manque la Corse. Donc, ces intervenants vont avoir comme objectif principal de vous empêcher de faire la sieste, et je pense qu'ils sont à fond. Donc, Antoine, c'est à toi. Merci, merci beaucoup, et puis bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mission, tu le disais, que de nous garder, mais je vois sur vos visages que vous êtes déjà toutes et tous pleinement réveillés, que d'accompagner ce moment difficile qui succède à un bon repas. Nous avons organisé collectivement cette présentation. Alors, changer les pratiques, on ne va pas révolutionner la forme des interventions scientifiques non plus, mais quand même, on a réfléchi ça hier soir, cours Julien, pour, voilà, moi, je vous laisse déduire ce que vous pouvez en déduire. En tout cas, je vais dire quelques mots d'introduction sur le cadre de ces réflexions, puis Tamara Ben-Ari interviendra sur Labo 1.5, Alexandre sur un laboratoire d'astrophysique de Marseille, et en conclusion, j'évoquerai les tensions de la décarbonation, donc voilà une partie liée à mon enquête de thèse sur laquelle je partagerai quelques matériaux. Alors je n'ai pas ce qui... Ah oui, c'est là, pour avancer jusqu'au prochain... Voilà. Donc quelques mots de contexte. D'abord je vérifie le temps parce que comme on s'est réparti le temps, voilà, pour les moins de 5 minutes qui restent pour cette courte introduction. D'abord pour situer ma parole, donc je suis en thèse depuis novembre 2020, plutôt une thèse ancrée en sociologie politique des sciences avec un intérêt sur les pratiques de quantification. Qui passe par une implication, une participation aux activités de Labo 1.5 et un certain nombre de matériaux qualitatifs, donc voilà, des entretiens, une 60aine d'entretiens à ce stade. Et au cours de cette enquête, j'ai été amené à essayer
restituer cette initiative dans son contexte, celui des années 2018-2022. Et vous avez sans doute en tête qu'en 2018-2019 en particulier, il y a un certain nombre de mobilisations sociales et climatiques en France, mais pas seulement, qui sont portées, dont les marches pour le climat ont été un exemple, et progressivement une forme de mise à l'agenda de l'environnement dans l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et de nombreux personnels de recherche n'en sont pas restés à la production d'articles scientifiques. Alors, les mobilisations de scientifiques, on en a parlé un petit peu ce matin aussi, ne sont pas quelque chose de récent, vous le savez, hein, qui ne sont pas liées uniquement à la période qui concerne l'intensification des effets du changement climatique. Voilà, il y a eu des cas après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et puis aujourd'hui, il y a des mobilisations de scientifiques qui se font à l'extérieur de l'espace scientifique dans une volonté d'interpeller. Vous avez peut-être vu passer de très nombreuses tribunes signées par des personnels de recherche, et puis il y a des mobilisations aussi à l'intérieur de l'espace scientifique. Alors ça dépend aussi un peu des contextes. Et donc, par exemple, vous avez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, des campagnes de divestment pour essayer de sortir le financement des universités des énergies fossiles. Et vous avez voilà, un certain nombre d'initiatives autour de l'avion aussi, pour que les personnels de recherche puissent moins prendre l'avion. Et puis en France, évidemment, autour des années 2018-2022, il y a des visages qui me sont familiers dans cette salle, un certain nombre de groupes de scientifiques qui se sont créés. Ça a été évoqué ce matin dans ta présentation, t'en as parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voulais dire avant de passer la parole à Tamara, c'est que ce que moi j'ai trouvé intéressant dans mon enquête par rapport à Labo 1.5, c'est cette investigation menée sur les conditions même du travail scientifique à partir d'un processus de quantification dont les opérations sont conduites par les personnels de recherche eux-mêmes dans leur laboratoire. C'est quelque chose qui me semble caractériser un petit peu cette initiative. Et alors c'est quelque chose un petit peu, disons, étonnant et en même temps que je trouve passionnant pour moi, puisque Tamara Ben-Ari est cofondatrice de Labo 1.5. Labo 1.5 est mon terrain d'enquête. Donc vous avez un enquêteur et une personne de Labo 1.5. Donc c'est pour ça que je ne développerai pas davantage sur Labo 1.5, parce que la parole des acteurs sociaux leur appartient, et voilà, je ne vais pas sous-titrer ou surtitrer ce que tu diras, Tamara. Je voulais dire en conclusion de cette introduction quelques mots de la quantification de cette mise en nombre, parce que au cœur de l'activité de Labo 1.5, ça ne s'y réduit pas, mais il y a quand même le développement d'un outil pour quantifier l'empreinte carbone des laboratoires publics de recherche en France. Ça s'inscrit dans une histoire longue de la quantification, qui est au fondement du développement des États modernes. Le travail d'Alain Desrosières l'a bien montré sur voilà, les opérations de mise en nombre. La quantification, c'est la transformation de qualité en quantité. Là, vous avez par exemple des différentes missions pour différentes raisons, hein, pour un jury de thèse, pour collecter des données, qui vont être exprimées sous la forme du dioxyde de carbone équivalent. Et ça les rend comparables. Ce qui, disons, ne nous absout pas de tenir compte du contexte sociopolitique dans lequel se fait le travail scientifique. Mais depuis les années 90, il y a une généralisation de la quantification hors des chiffres produits par l'État. Pendant très longtemps, ça a été les chiffres du chômage, le recensement des populations, etc. Et depuis les années 90, bien, la mise en nombre concerne des domaines de l'activité sociale beaucoup plus divers. Et donc, il y a dans le présent de l'action de Labo 1.5 plusieurs strates de temporalité, comme je les appelle, où en fait, voilà, se joue ce passé plus ou moins récent de la quantification et de ce que fait cette mise en nombre à l'activité scientifique. Mais j'avais dit que c'était une introduction, alors je m'auto-censure à ce stade pour ne pas aller plus loin, mais j'interviendrai tout à l'heure sur les tensions de la décarbonation, et Tamara, j'ai le plaisir de te céder le micro. Merci beaucoup Antoine, bonjour à toutes et tous. Donc voilà, on va parler de Labo 1.5 dans un temps assez restreint, puis je laisserai la parole à Alexandre qui est aussi très impliqué dans Labo 1.5 et qui montrera des résultats centrés sur l'astrophysique. Alors moi-même je suis chercheuse à INRAE, mon sujet de recherche avant Labo 1.5 et pendant Labo 1.5, un petit peu en tout cas, tant que j'ai pu, c'est la stabilité de la production agricole mondiale, l'impact du changement climatique sur la production agricole mondiale. Et maintenant, j'ai développé une activité de recherche sur l'empreinte carbone de la recherche.
Alors, à quel besoin répond Labo 1.5 ? Je pense que c'est quelque chose, donc je me suis un petit peu inspirée de ce qui est produit en effet dans les sciences de la durabilité. Olivier Dangle en a parlé ce matin, et ce qui est aussi discuté avec mes différents collègues des collectifs qui s'intéressent à ces questions. La première chose peut-être, c'est d'essayer de dépasser le paradoxe d'une science qui participe, peut-être malgré elle, mais néanmoins, à détruire les socio-écosystèmes qu'elle décrit. Alors détruire est peut-être un mot un petit peu fort, mais de le poser de manière forte comme ça permet de penser le problème aussi. Le besoin de maintenir un lien avec la société, c'est-à-dire de construire une cohérence pour assurer un rôle d'éclaireur, la cohérence étant la cohérence entre les résultats qu'on produit et la manière dont on les produit. Et ça conduit à essayer d'élargir le cadre de l'éthique scientifique, je pense qu'on y reviendra, parce que la valeur de nos résultats, elle est au moins en partie définie par le cadre dans lequel la science est construite, donc la manière dont on a produit ces résultats. Il faut bien sûr, et c'est tout le sujet du colloque pendant ces 2 jours, élargir le cadre, contribuer à dépasser les barrières disciplinaires. Et dans ce cas particulier qui est de la recherche, on étudie le milieu dans lequel on évolue nous-mêmes. On en partage les normes et les contraintes, et ce qui fait peut-être une aide supplémentaire à essayer de se rassembler entre disciplines pour traiter cette question, parce qu'on a quelque chose de commun à traiter aussi. Et il faut produire des connaissances utilisables pour promouvoir la durabilité, au service d'une science, d'une aide à l'action. Alors sur quel constat se construit Labo 1.5 ? Je vais aller vraiment très vite, on pourrait les discuter, et donc je vais les poser d'une manière peut-être un tout petit peu simplifiée. Et il s'agit d'une communauté qui est extrêmement informée. Quand on fait une étude dans les règles de l'art, en essayant de limiter les biais, et qu'on demande au personnel de la recherche si le changement climatique est réel, s'il est causé par les activités humaines, on a l'écrasante majorité des personnels qui répondent oui. Et quand on compare en population générale ou dans d'autres communautés, eh bien on observe que la communauté scientifique est beaucoup plus informée que les autres communautés. Elle est aussi très préoccupée, voire extrêmement préoccupée, et beaucoup plus préoccupée qu'il y a 5 ans. Et donc ça fait écho à ce que vient de dire Antoine sur ce contexte, cette période de bascule de 2018-2019. Elle est mobilisée, mais elle est fragmentée. Donc c'est quelque chose sur lequel on reviendra demain. Il y a un éventail de mobilisation qu'on peut essayer de situer les unes par rapport aux autres, bien que ça soit toujours un petit peu sensible à faire. Ça apparaît un petit peu bordélique d'une certaine manière, toutes ces mobilisations, mais en réalité, ce spectre de mobilisation, il participe à dire que la communauté est en train d'essayer de se positionner par rapport à ces enjeux. Alors, quelles questions on s'est posées en construisant Labo 1.5 et au fur et à mesure de son existence pour continuer de construire Labo 1.5 ? La première, peut-être, c'est quelle est la taille de notre empreinte, parce qu'on n'avait pas vraiment d'informations là-dessus. Est-ce que la communauté de recherche doit bénéficier d'une exemption totale ou partielle en lien avec la nature de ses activités ? Ça, c'est une question qui est très souvent discutée dans Labo 1.5 et au-delà. Quel rôle particulier jouent les pratiques, mais aussi les équipements, les infrastructures dans cette empreinte ? Et comment est-ce qu'on les aborde ? Comment est-ce qu'on les discute ? Ça sera traité en détail par Alexandre en particulier. Et bien sûr, quelles incitations et quelles contraintes pèsent sur la baisse de notre empreinte dans la recherche et quel rôle jouent les institutions dans ces freins. Alors je vais essayer d'aborder de manière partielle chacune de ces choses et puis on pourra revenir dessus pendant la discussion. Alors GES 1.5, c'est un outil libre gratuit en ligne qui permet d'estimer l'empreinte carbone à l'échelle des laboratoires de recherche. Laboratoire de recherche, Labo 1.5, donc il y a vraiment cette idée que le laboratoire de recherche est une unité d'étude, de travail et de transformation pertinente pour ces questions d'empreinte carbone de la recherche. En tout cas, c'est ce que Labo 1.5 a essayé d'apporter. Et c'est la pierre angulaire du projet Labo 1.5, sans s'y limiter. Donc, quel était l'objectif ? Doter la communauté d'un cadre d'analyse commun. Parce qu'on se rend compte que quand les informations sont faites avec des modèles différents, des paramètres différents, de manière parcellaire et non coordonnée, finalement, on ne peut pas en faire grand-chose. On ne peut pas les agréger, on ne peut pas les comparer. Donc, ça, c'était l'objectif. Ça permet aussi, à l'échelle des laboratoires, au personnel qui se saisissent, aux étudiants qui se saisissent de cet outil, de s'approprier les concepts qui y sont associés et de maîtriser leur empreinte. Et l'outil permet aussi d'évaluer des options de réduction et leurs conséquences. Du moins, leurs conséquences peuvent être discutées. Alors, c'est la pierre angulaire du projet, GES 1.5, et c'est pour ça que dès le début de la création de Labo 1.5, c'est la première chose qu'on a faite. Et on n'a pas vraiment attendu d'avoir un périmètre qu'on estimait complet ou exhaustif pour lancer l'outil. On a été dans un processus itératif, donc on a travaillé pendant près de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, à la création, au test de cet outil qu'on a lancé
en octobre 2020, et ensuite ont été ajoutés différents modules. Donc, je vais vous présenter les résultats agrégés. Il y a une équipe interdisciplinaire qui est vraiment au cœur du développement de cet outil, et il y a des dizaines de labotesteurs, des dizaines de personnes impliquées. Il y a eu une grosse contribution de l'équipe technique, de la coordination. Il a fallu travailler des questions de RGPD, des questions de sécurité. Enfin, tout ça pour vous dire que derrière, il y a une arrière-cuisine, et que dans cette arrière-cuisine, il y a beaucoup de gens, et que ces gens sont rarement dans la même discipline, et que donc cette idée que la recherche étant un objet commun permet ces discussions et ce travail multidisciplinaire, elle se vérifie également à cet endroit-là. Et plus récemment, il y a l'adaptation de l'outil dans sa version scénarisation, que je vais vous présenter très succinctement, qui a été testé puis lancé très récemment. Alors cet outil commun nous permet de construire une base de données et donc de commencer à avancer dans notre compréhension de l'empreinte carbone. Alors cette base de données, là vous voyez qu'il y a à peu près 810 unités de recherche en France qui utilisent cet outil et qui ont produit plus de 1500 bilans de gaz à effet de serre, plus de 1500 parce que les unités l'ont fait pour certaines pour plusieurs années. Et vous voyez la distribution des années sur ce graphique. Donc c'est une base de données qui est unique au monde, qui est très intéressante. Elle peut nous permettre de regarder par exemple des questions d'effet Covid qu'on voit sur plusieurs années. On peut regarder aussi des problèmes d'effet rebond. On peut regarder les changements structurels qui ont lieu en 2022 par 2019. On peut vraiment faire parler cette base de données et on essaye de le faire au sein du groupement de recherche. Pareil, dans des équipes qui sont multidisciplinaires, où on analyse ces données ensemble. Et donc là, vous retrouvez par exemple Alexandre dans ce groupe où je vais vous présenter quelques résultats. Avant ça, je veux vous dire que ces données, elles sont très intéressantes, elles sont uniques au monde, mais elles contiennent un biais disciplinaire qui est dû au fait que les laboratoires en sciences de la Terre et en sciences de l'environnement sont plus représentés que leur poids réel dans la communauté. Et les laboratoires en sciences humaines et sociales ont tendance à être moins représentés, même si c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé et que ce biais est en train de se réduire. Alors les résultats suivants que je vais vous montrer sur cette base de données, ils se concentrent sur l'année 2019, 2020, 2021 étant atypiques, et puis aussi pour des questions de temps, j'ai pas tout mis. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà avec cette agrégation de bilan? Alors, le premier truc qu'on peut dire, c'est que le poids moyen, qui est bien évidemment inféodé au périmètre sur lequel on le regarde, il est d'environ 1000 tonnes par laboratoire, corrigé de sa taille. C'est une moyenne corrigée de la taille. Les achats, en jaune, sur la gauche, dominent très clairement les bilans. Alors, les achats, c'est une catégorie très hétérogène qui regroupe beaucoup de choses. Donc on pourra discuter de la redistribution des achats sur les déplacements, etc. Mais néanmoins, ça vient nous dire quelque chose sur la façon dont on dépense notre budget et le rôle que ça joue dans les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les missions, les déplacements professionnels, qui concentrent énormément d'attention, elles ont un poids très fort, elles arrivent en deuxième position, mais que en deuxième position. Et bien évidemment, il y a des incertitudes sur cette figure, des incertitudes qui sont dues au biais d'échantillonnage que je mentionnais juste à l'instant. Elles sont aussi liées aux erreurs de saisie et elles sont liées aux incertitudes sur les paramètres. Et dans ce cas-là, les paramètres, c'est les facteurs d'émission. Facteurs d'émission qui permettent de passer d'à peu près, d'une quantité de quelque chose en quantité de CO2 équivalent et qui sont pour certains très incertains. Dans cette base de données, on a 137 000 déplacements qui ont été soumis, validés, vérifiés, qu'on peut commencer à analyser pour regarder quels sont les patterns, les caractéristiques, et qui concernent à peu près 20 000 personnels. Alors, sur le graphique de droite, en haut, vous avez les déplacements en avion en fonction d'une abscisse qui est en distance, en kilomètres, corrigée pour des questions, c'est pas très important. Et en dessous de l'histogramme, vous avez une représentation en box plot, et la barre verticale, c'est la médiane, donc c'est la valeur la plus fréquente. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? Eh bien, on observe en haut pour l'avion et en dessous pour le train que les déplacements en avion, leur médiane, elle est autour de 1000 km. Et pour les déplacements en train, elle est plutôt plus faible. Mais on voit, si on regarde la superposition entre ces deux histogrammes, qu'il y a beaucoup de distances qui sont faites en avion qui pourraient être faites en train. Et donc, c'est dans ce cadre-là, bien évidemment, que sont discutées toutes les questions de report modal dans les services publics et dans la recherche en général. Mais si on regarde l'empreinte générée par ces déplacements, et donc sur ce graphique, vous avez pour l'avion, toujours en distance sur l'axe des X, l'axe des Y, il est fait de telle manière que la surface est proportionnelle à l'empreinte. Donc là, on n'est pas en quantité de déplacements, parce que les déplacements les plus fréquents sont plutôt
autour comme on le disait ici, ça c'est les déplacements les plus fréquents, mais si on les regarde en empreinte, eh bien, ce qui pèse extrêmement lourd dans notre empreinte, ce sont les déplacements sur de très longues distances. Donc là, vous avez une barre à 5000, je ne sais pas si vous la voyez bien, et ensuite vous avez un pic entre 8 et 11 000. Donc, ça vient nous dire quelque chose de très intéressant. Ça ne vient pas nous dire forcément que les déplacements de courte distance ne sont pas importants et qu'il ne faut pas les regarder. Ils sont importants pour tout un tas de raisons liées à l'agrandissement des aéroports, à la symbolique, enfin, voilà, on peut les lister. Mais si on regarde strictement en termes de potentiel d'atténuation, eh bien, on voit que l'endroit où la courbe noire, qui représente les émissions cumulées associées à chacun des bins en distance, cette courbe noire, elle montre qu'on a 40% à peu près de l'empreinte qui correspond à des déplacements qui sont en dessous de 5000 km et que donc la majorité de l'empreinte se distribue au-dessus. Et en particulier, la zone où la pente est très importante, c'est une zone dans laquelle il y a très peu de déplacements mais qui pèse extrêmement lourd dans notre empreinte. Alors, ça vient un petit peu nous compliquer la vie parce que ces déplacements de longue distance, ils viennent travailler des choses assez différentes de ceux de courte distance et puis il n'y a pas de report modal sur le train, bien évidemment. Alors pourquoi est-ce que ça complique un petit peu notre vie et que ça montre qu'en fait, très vite, quand on s'intéresse à ces questions d'empreinte, on vient tout de suite travailler des choses assez fondamentales dans nos objectifs scientifiques et nos rapports à nos métiers, c'est les motifs pour lesquels on se déplace. Donc là, vous avez sur l'axe des X en distance, on a fait des catégories par clarté. Et sur l'axe des Y, vous avez des pourcentages de distribution de motifs pour lesquels on se déplace. Alors déjà, la première chose qu'il faut dire en regardant cette figure, c'est qu'il y a beaucoup de gris, vous voyez en bas, donc ça c'est des motifs non renseignés. Il y a une sous-partie de la base de données pour laquelle les motifs sont renseignés. Ils ne sont pas toujours hyper bien renseignés, donc il faut regarder les choses de manière très macro, commencer à essayer de tirer des fils et faire des hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si on regarde les conférences ici et les séminaires en rouge-orange, c'est une partie dominante. Et d'ailleurs, quand on intègre sur toutes les distances, c'est à peu près 30-35% de la raison pour laquelle les gens se déplacent. Et puis ensuite, on voit se distribuer les collaborations, l'enseignement. Alors, on voit en effet que les questions qui sont catégorisées comme research management, ils sont plutôt sur des courtes distances, que vous voyez en mauve, là, sur les deux premières barres. Et on a quelque chose de très intéressant qui vient apparaître, qui est quand même suffisamment clair pour qu'on puisse lui faire un tout petit peu confiance. C'est cette couleur ici, orange-marron, de mission de terrain, enfin de travail de terrain. Et donc, on voit que le terrain, il devient très important sur les très longues distances. Et donc, là où il y a, pour résumer les deux dernières diapositives, un potentiel d'atténuation très important dans la limitation des déplacements ou leur réduction, eh bien, il y a aussi des déplacements qui sont motivés par le travail de terrain. Alors, la question de savoir où est-ce qu'on réduit, où est-ce qu'on met du rapport modal, elle est travaillée dans Labo 1.5. Et il y a un outil qui a été fourni au laboratoire récemment qui permet d'intégrer ces mesures de réduction dans des objectifs globaux. Donc là, vous avez l'empreinte du labo moyen ici en 2019. Et une réduction de 30% pour arriver à 30% de moins en 2030. Et vous avez un panel d'options. Donc sur les différents postes de GES 1.5, des options peuvent être implémentées pour voir, une fois additionnées, à combien on arrive. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans les différents laboratoires dans lesquels je suis intervenue récemment, et mes collègues également, on voit qu'une baisse de 15-20% est relativement atteignable en prenant en compte le fait que, bien évidemment, on n'a pas la main sur tout. Donc il y a des choses qui sont plus difficiles de faire bouger que d'autres, des choses qui sont plus de long terme, mais que si on veut commencer à se mettre dans une diminution d'un facteur 2 ou qui correspondent simplement aux objectifs nationaux, et bien là, il faut commencer à aborder des aspects, et je vous en ai montré un avec la question de ces déplacements de longue distance, qui sont plus complexes, plus difficiles à aborder. C'est pour ça que Labo 1.5 essaye de mettre en réseau les laboratoires qui ont fait une estimation de leur empreinte, en particulier pour qu'ils puissent dialoguer, partager des expériences, mais aussi partager des données, partager des initiatives, partager des diapos d'AG, partager des stratégies, qui puissent comparer et agréger des observations au sein, par exemple, des disciplines. Et ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire que les laboratoires, dans une discipline particulière, en général, nous écrivent pour savoir comment ils se situent
par rapport aux autres laboratoires de la même discipline. Donc ça, c'est un espace où le faire. Encore une fois, Alexandre va montrer un exemple en astrophysique de cette comparaison et du rôle que peut jouer ces comparaisons au sein des disciplines. Et puis pour nous, ça peut nous permettre aussi de comprendre et de documenter les stratégies qui sont adoptées, leur diversité et aussi leur portée. Et donc, comme souvent dans Labo 1.5, on se retrouve à la fois à fournir des outils, à essayer de produire des informations, des connaissances nouvelles, et en même temps à essayer de produire des études, des analyses sur ce qui est en train de se passer. Et c'est tout le sens du travail de sociologie des sciences qui va être porté par le LISIS sur ce réseau, dans le cadre d'un postdoctorat sur la compréhension des freins organisationnels et matériels à la transition climatique dans l'ESR. Pourquoi les freins? Parce qu'on s'est rendu compte que l'estimation concerne maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, plus de 800 laboratoires. Donc, c'est étrangement compliqué d'avoir exactement le nombre d'unités de recherche en France, mais on peut dire que c'est entre la moitié et un tiers des unités ou des unités mixtes de recherche en France. Se sont saisis de ces questions de manière extrêmement sérieuse et appliquée, parce qu'il y a un investissement en temps pour réaliser ces estimations. Un très grand nombre de laboratoires sont en ce moment en train de discuter d'options de réduction et de voir comment réfléchir, mais seule une poignée de laboratoires en 4 ans, et pour la plupart ils avaient commencé même avant ou en même temps que l'initiative Labo 1.5, ont mis en place des dispositifs structurants et avec un fort potentiel de transformation. Donc pour résumer, et pour donner un peu la stratégie, le positionnement de Labo 1.5 dans cette diversité d'actions, Labo 1.5 est vraiment construit sur l'objectif d'une appropriation de la transformation écologique à l'échelle des laboratoires de recherche. Appropriation, eh bien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un mouvement en partant des acteurs de la recherche, des personnels de la recherche. Donc c'est un mouvement qui est issu de la communauté, qui n'est pas inféodé à une institution en particulier, et qui regroupe à l'heure actuelle des centaines de personnels et des centaines de laboratoires de toutes disciplines. Donc même s'il y a certaines communautés qui sont plus représentées, l'ensemble des disciplines sont néanmoins représentées dans ce collectif, et ça c'est très important et c'est très intéressant. On a dès le départ voulu construire une approche de recherche fondée sur la méthode scientifique, et c'est peut-être aussi une de nos marques de fabrique, c'est la volonté en cheminant de produire des résultats scientifiques, de contribuer à ce champ émergent qu'est celui de l'analyse de l'empreinte carbone de la recherche, et de doter la communauté d'outils, d'espaces de liberté pour que les personnels puissent prendre des décisions dans leur laboratoire de recherche, c'est-à-dire au plus près de leurs contraintes et au plus près de leurs objectifs scientifiques. Alors, les discussions ont lieu dans les laboratoires et c'est vraiment notre volonté et la manière dont on essaie d'accompagner la communauté, mais on se doit aussi d'essayer de produire des connaissances qui ne sont pas inféodées au laboratoire, mais qui s'intéressent plutôt au système de la recherche, à la façon dont elle est organisée, aux règles du jeu dans la recherche. Et c'est ce qu'on a fait dans cet article que je vais vous présenter succinctement. Alors, on s'est intéressé à certaines des causes de notre empreinte. On peut essayer de le formuler comme ça en tout cas. Donc sur ce graphique, ce que vous avez, c'est le nombre de voyages en avion, ici sur l'axe des X, et un taux de publication sur 3 ans sur l'axe des Y. Alors attention, l'axe des Y est en log. Et là, vous avez 6000 points qui sont tous les répondants à l'enquête nationale qu'on a fait passer en 2020. Donc, c'est des données déclaratives. Les personnels déclarent le nombre de vols qu'ils ont fait et leur nombre de publications sur une période donnée. Et donc, nous, on a simplement fait un graphique de ces données en faisant des catégories. Donc là, vous voyez quelque chose qui apparaît, c'est cette augmentation avec une saturation vers la fin. Mais bien évidemment, le taux de publication dépend de plein de choses. Déjà, en premier lieu, la discipline, l'âge, et aussi, malheureusement, souvent le genre. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire un traitement statistique de cette information pour voir si cette relation statistique, elle est significative, elle est robuste, même quand on prend en compte ces facteurs d'importance. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, je vous montre les résultats. Donc là, c'est le modèle statistique qui contrôle pour ces 3 facteurs que sont l'âge, le genre et la discipline. Et le nombre de vols en avion est significativement associé au taux de publication, même en contrôlant pour ces facteurs. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une hiérarchie, si on peut dire, de disciplines, avec l'astronomie tout en haut et l'économie tout en bas, et un effet de genre, homme-femme, vous voyez là, rouge-bleu sur ce graphique, et un gain marginal décroissant. Alors, qu'est un gain marginal décroissant? C'est-à-dire que la pente diminue. Voilà.
ce qu'on observe, pour donner vraiment un repère un petit peu concret, si on regarde les distributions de probabilité marginale ici sur la droite, donc si on prend la courbe rouge qui correspond à ce boxplot ici, donc c'est-à-dire 0 vol, si on regarde la courbe rouge ici, et en particulier son mode, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente, eh bien on observe que c'est une publication par an. Et si on regarde à l'autre opposé, pour plus de 20 vols, eh bien on a 10 publications par an en moyenne. Donc ça donne un peu le range de probabilité en fonction du nombre de déplacements. Alors qu'est-ce qu'on retire de cette étude? Donc c'est une étude de corrélation. Travailler la causalité. Alors la causalité n'est peut-être pas la chose la plus essentielle, parce qu'en réalité il y a ce concept en sociologie très intéressant qui nous permet de réfléchir, qui est celui des affinités électives. Néanmoins, on peut essayer quand même justement en lisant cette littérature en SHS et plus généralement la littérature, d'essayer de poser un certain nombre d'hypothèses ou de constats qui sont que dans la compétition pour différentes formes de capital dans le monde académique, l'accès au transport aérien semble déterminante. Alors ce qu'on observe, notamment quand on regarde les enquêtes au long cours qui ont été produites dans les sciences humaines, c'est que parmi les motifs qui poussent les scientifiques à se déplacer sur des longues distances, ou à se déplacer fréquemment, eh bien la quête de visibilité et les rétributions qu'elle permet jouent un rôle important, sachant que cette quête de visibilité, son moteur n'est pas le même pour les jeunes et pour les plus vieux scientifiques. Et donc on a réfléchi pendant un long moment avec Antoine en particulier et nos co-auteurs à quelles conclusions on tirait de cette étude, et on est arrivé à cette idée de repenser la valeur scientifique de chaque tonne de carbone émise. Et pour nous, c'est une proposition intéressante parce que, de manière assez amusante, quand on parle aux gens de réduire, eux, ils entendent arrêter. Et donc la question n'est pas de tout arrêter, d'arrêter complètement de se déplacer. Il y a bien évidemment une importance aux échanges, au fait de pouvoir travailler en étant tous ensemble autour d'un tableau, etc. Mais il y a peut-être cette idée que pour chacun de nos déplacements, et peut-être aussi plus généralement pour chacune de nos activités, pour chacune de nos achats, on peut réfléchir à la valeur scientifique des tonnes de carbone qui vont être émises en lien avec ces activités. Et ça pose aussi le cadre dont je parlais tout à l'heure, qui est le cadre de l'éthique. Alors ma conclusion, rapide, le paysage s'est énormément transformé en 4 ans. Les organismes et établissements communiquent et réfléchissent tous sur ces questions, ce qui n'était pas le cas. Les unités de recherche sont devenues centraux dans les dispositifs institutionnels, et ça, on peut s'attribuer, en tout cas on peut décider de s'attribuer cette victoire. On pense que c'est extrêmement important que ça soit le cas, et c'est en effet le cas. On commence à disposer d'un état des lieux quantitatif qui est assez unique et intéressant. Labo 1.5 a par ailleurs fourni un cadre professionnel qui est le groupement de recherche dans lequel les individus peuvent déclarer du temps pour travailler sur la transition dans l'enseignement supérieur à la recherche, et on sait que pour certains statuts c'est particulièrement important, et on a essayé de contribuer à l'émergence de ce champ de recherche. Devant nous, tout, j'ai envie de dire, faire la démonstration qu'une transition est réellement possible à l'échelle et à la hauteur des enjeux, ce qui va demander quand même de se questionner et de régler des problèmes compliqués et clivants. Se pencher bien évidemment sur les politiques d'évaluation et de recrutement, ça a été mentionné ce matin et discuté dans de nombreuses arènes, et c'est bien évidemment primordial. Ne pas oublier, même si notre système de fonctionnement est différent de celui des systèmes anglo-saxons, de se pencher néanmoins sur le financement par les industries de la recherche, mais aussi de l'enseignement supérieur. Et peut-être réussir à penser toute nouvelle réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, et peut-être toute nouvelle grande infrastructure également, en regard de ses conséquences environnementales. Je passe la parole à Alexandre, avec un petit peu de retard et je m'en excuse. Merci Tamara, merci Antoine pour cette introduction très, très riche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis astrophysicien, je pense que c'est un peu l'alien de cette conférence aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans une conférence qui n'est pas en astrophysique, donc c'est un peu nouveau pour moi, j'apprends plein de choses, plein de sigles que je connais pas, et j'ai essayé de faire une présentation qui n'avait pas tout plein de sigles, parce qu'on en utilise aussi beaucoup. Et donc je vais vous présenter en fait ce qu'on fait de manière concrète à l'échelle d'un laboratoire, un laboratoire qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici, qui est le laboratoire d'astrophysique de Marseille, et qui est un laboratoire qui s'intéresse, pour faire simple, à la question des origines. Les origines... Oups là, non, c'est pas le bon bouton. Désolé pour ce problème
spoiler. Les origines de l'univers, comment est-ce que l'univers s'est formé, comment est-ce que l'univers a grandi. Les origines du vivant, du système planétaire, comment est-ce que la Terre s'est formée, comment le système solaire s'est formé, et puis la grande question existentielle qui date de Mathusalem, de savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Et pour répondre à ces grandes questions, on a aussi une forte composante instrumentale, où on contribue de manière presque au premier plan au développement de la future grande instrumentation dans notre thématique, typiquement ici avec le futur télescope géant qui sera construit au Chili, je vous en reparlerai un peu plus tard, où typiquement au laboratoire on va fabriquer l'un des instruments de première lumière de l'instrument et du télescope, et l'instrument ne rentre pas en hauteur dans cet amphi. On a aussi une composante spatiale, on est l'un des rares laboratoires spatials en France, donc avec une tutelle de CNES, j'en reviendrai juste après, où on a typiquement développé récemment un instrument qui est à bord du satellite Euclide, qui sera d'ailleurs envoyé ce samedi depuis Cap Canaveral. Et puis on a aussi une grosse composante optique, avec un savoir-faire assez unique au monde, et typiquement la NASA a fait appel à nous relativement régulièrement pour construire des optiques de très haute qualité, qu'on est les seuls à savoir faire. Et typiquement ici vous avez un miroir, un tout petit miroir qui sera envoyé à bord d'un futur télescope de la NASA. Donc toute cette excellence, on va dire, même si le mot n'est pas forcément adapté en termes de recherche en astrophysique et en instrumentation. Donc c'est dans ce cadre de cela. Donc pour vous donner quelques chiffres un petit peu, donc on a 3 tutelles, l'université qui vous accueille aujourd'hui, qui est aussi propriétaire du bâtiment dans lequel on travaille, le CNRS bien sûr, et puis aussi le CNES, l'Agence spatiale française. On a à peu près 200 personnels, 200 agents, dont une soixantaine de chercheurs et chercheuses, avec éventuellement un étage d'enseignement et une centaine d'ITA. 3 équipes de recherche, galaxies, étoiles et cosmologie d'un côté, système planétaire de l'autre, et recherche et développement d'instrumentation, donc qui fait en fait le volet des trois équipes que j'ai présentées juste avant. On a 2 services techniques, vraiment pour l'instrumentation spatiale, ESSOL, et 2 plateformes technologiques qui sont uniques en France, notamment la plateforme spatiale. Vous avez ici une vue de notre salle blanche, et j'aurai l'occasion de revenir sur les salles blanches. Ici, donc on a un grand hall d'intégration en salle propre, et c'est justement une grosse problématique. Pour vous donner l'échelle, la grosse cuve que vous voyez au bout là, c'est une cuve qui permet de reproduire les conditions spatiales aussi bien en vide et en température, et son diamètre, c'est à peu près le diamètre d'une carlingue d'un A320. Donc juste pour vous donner la taille de la chose. Et puis on a aussi un centre de données, parce que toutes ces instrumentations produisent beaucoup de données qu'il faut traiter, donc on a aussi un centre de données d'excellence à Marseille. Alors on est en transition, on a engagé notre transition, on a un groupe de travail très dynamique. Je vais essayer de passer un peu rapidement parce que je pense que sinon je vais déborder mon temps. Donc on a un groupe de travail qui s'est fondé en 2018, donc à peu près en même temps que les choses ont commencé à se réveiller de manière un petit peu concrète dans la recherche. On a un autre groupe de travail à rattacher, donc s'appelle DevDur, il est rattaché au conseil de laboratoire, on est 17 membres, donc sur les 200 personnels, c'est à peu près 10% du laboratoire. Ils suivent vraiment nos différents environnements, donc il y a des postdocs, il y a des doctorants, il y a des chercheurs, il y a des anciens chercheurs, il y a des ingénieurs et aussi du personnel administratif. Tous ces membres sont bénévoles, et ça c'est important de le souligner, et volontaires. Ça ne fait pas partie de leur fiche de poste, ça ne fait pas partie de leur temps de travail. Et ça crée un problème d'ailleurs de reconnaissance, parce que tout ce temps qui est fait, pour nous, c'est pas dans nos attributions directes de faire de l'environnement, de faire de l'écologie, si je peux m'exprimer comme ça. Donc c'est pas reconnu comme faisant partie de notre métier. Donc on fait vraiment ça en plus de notre temps de travail qui est pas léger déjà. Et donc il y a un problème de reconnaissance du travail qu'on fait de ce côté-là. On est un soutien de la direction, ce qui est super. Il y a même un petit budget alloué. Alors on a fait, comme beaucoup de laboratoires, et j'imagine comme beaucoup d'entre vous, on a fait notre bilan de gaz à effet de serre via GES 1.5. Et alors je ne vais pas vous le décrire, tous ces chiffres dans le détail, mais c'était juste pour vous montrer qu'on a une sorte de camembert ou de donuts relativement équilibré, avec à peu près un tiers de nos émissions sur le bâtiment, et j'aurai l'occasion de revenir largement dessus parce que c'est un point important. Contrairement à ce qu'a présenté Tamara, on a un tiers de nos émissions qui sont liées aux achats et pas presque 50% pour le labo moyen, et puis un tiers grosso modo sur les transports à l'émission, avec un résultat de chiffre à la fin de à peu près 10 tonnes par personne, donc qui est presque un facteur 2 au-dessus du laboratoire en moyen. Alors, on a une spécificité thématique, et c'est important alors on peut se comparer à l'ensemble des laboratoires dans le labo 1.5, mais ce qui était important aussi pour nous, c'était de savoir comment on se situe par rapport à nos autres copains, nos autres laboratoires, nos autres collègues en France, dans la mathématique, pour lequel on partage les mêmes besoins, les mêmes usages. Donc ça, c'est un travail récent que j'ai mené. Et donc on a pu, via le GES 1.5, donc des 12 plus gros labos d'astrophysique en France,
identifier notre BGES avec le même outil sur à peu près la même année de référence 2019, et on se rend compte que dans ces résultats, qu'en fait il y a 4 laboratoires qui sortent du lot, dont le LAM, et ces 4 laboratoires ont une spécificité commune, ce sont des 4 laboratoires avec une composante spatiale et instrumentale importante. Et donc on commence à voir sortir le fait que l'instrumentation dans notre thématique est impactant de manière assez substantielle dans les émissions. Et là, on est typiquement un facteur 2 à 3 au-dessus des émissions des laboratoires qui n'ont pas cette spécificité et qui se trouvent pratiquement dans la moyenne nationale. Alors on a beaucoup mis en place d'actions depuis 2018 en termes de sensibilisation, de formation. On fait 1 ou 2 séminaires pour tout le personnel par an. On a une newsletter scientifique qui paraît tous les mois dans le labo. On y propose 2 à 3 articles de manière générale sur la cause environnementale et tout ce que fait le Labo 1.5 notamment. On fait une formation interne, notamment avec l'outil, on a fait une formation il n'y a pas longtemps avec notamment l'outil Mater en 180 minutes. On fait aussi des collectes et des recyclages de papier, de carton, de cartouches d'encre, d'équipements informatiques, tout ça pour sensibiliser aussi le personnel. Et on a aussi fait des ateliers de sensibilisation au tri des déchets. On a aussi des jeunes qui sont très dynamiques et très motivés, et en fait ils ont une certaine d'angoisse et de dilemme entre leurs engagements environnementaux et leur angoisse vers l'environnement et puis leur carrière. Donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent à l'échelle qu'ils ont, et donc ils ont mis cette année en place un potager collaboratif dans une vieille jardinière qui traînait dans le laboratoire, et puis on a commencé à avoir les premières tomates là cette semaine, donc c'était assez chouette. Et puis ils ont fait aussi une collecte de déchets dans le Technopole, là où on habite, avec l'association Clean Mike Calanque, où ils ont récupéré quelques kilos de déchets. Donc ils font des actions malgré tout à l'échelle qu'ils peuvent faire. Alors la sensibilisation, on a fait beaucoup de sensibilisation, mais ce qu'on voit, c'est que cette sensibilisation, elle est nécessaire pour l'acceptabilité des mesures qu'on va devoir mettre en place au niveau du laboratoire. Mais l'un des résultats intéressants de l'outil Mater en 180 minutes développé par Nicolas qui est ici et tous ses collègues, ce qui montre bien, je ne vais pas faire le détail de Mater, parce que j'imagine que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, et j'espère en tout cas, sinon vous devriez vous intéresser à cet outil très bien, c'est que les actions individuelles que peuvent faire tout le personnel de la recherche, c'est très bien, mais ça ne suffit pas pour atteindre les objectifs climatiques qui nous sont dictés par ailleurs, par la loi française, par la loi européenne, et qu'on a besoin d'une stratégie de réduction claire et quantifiée. Alors c'est ce qu'on a fait en place pour le laboratoire. Notre objectif, c'est d'essayer d'arriver à 50% de réduction d'ici la fin de cette décennie. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle une matrice d'Eisenhower qui permet de prioriser les actions entre les actions qui sont faciles à mettre en place et qui ont un fort impact. Ça va être les actions qu'on va devoir mettre en première priorité. Les actions qui sont difficiles à mettre en place, mais par contre qui ont un impact important sur l'impact environnemental, on va les mettre en deuxième priorité. Et puis ensuite, pour tout ce qui va avoir un faible impact, on va les mettre en troisième, voire quatrième priorité. Ça ne veut pas dire que c'est pas inutile de le faire, mais c'est pas sur ça qu'on va mettre le plus d'efforts, en tout cas au début. Alors je vais juste vous mentionner les 2 premiers points les plus importants, parce que je n'ai pas le temps de parler des troisième et quatrième priorités, mais l'une des premières actions qu'on voit à chaque fois, c'est de dire comment on peut faire pour baisser significativement notre bilan de gaz à effet de serre, c'est de taper dans le poste d'émission. Donc ça, on a fait beaucoup de sensibilisation de ce côté-là auprès de nos collègues, et en fait on se rend compte que l'effet est assez insuffisant, et que les effets sur les bilans carbone qui suivent en 2022 notamment montrent que c'est relativement négligeable, cette sensibilisation. On a fait une première étape, le conseil de laboratoire a interdit tout déplacement en avion inférieur à 5 heures, si le déplacement peut faire à moins de 5 heures de train, et vous avez une carte ici qui vous montre depuis Marseille où est-ce qu'on peut aller en France. Donc ça c'est une première étape, mais comme l'a dit Tamara juste avant, ça ne fait pas beaucoup de gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et on a vraiment besoin d'une action coercitive pour limiter les vols long courriers, encore une fois comme l'a rappelé Tamara, et pour ça on compte beaucoup sur la nouvelle direction du LAM qui est en train d'être changée. On a essayé beaucoup de sensibiliser les nouveaux candidats à la prochaine direction du laboratoire pour dire il faut vraiment prendre une action coercitive et consensuelle pour que les choses puissent avancer de manière substantielle. La deuxième chose qu'on a mis en place et qu'on est en train de travailler assez ardument dessus, c'est la réduction de notre consommation de fluides, donc le gaz et l'électricité, qui sont en fait, encore une fois, je vous montre la comparaison ici sur ce graphe des différents laboratoires d'astrophysique en France en termes de bâtiments, et on est le laboratoire qui consomme le plus de fluides, en tout cas qui émet le plus de gaz à effet de serre sur notre consommation de fluides de l'astrophysique française. Et puis on nous dit aussi qu'on est le laboratoire le plus énergivore, ou l'un des plus énergivores de l'université. Donc on a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, et en fait 80% de nos émissions de gaz à effet de serre sur le bâtiment viennent de ces salles blanches.
Parce que pour vous faire très rapidement, en fait, cette salle blanche, l'air est absolument contrôlé. Et pour contrôler cet air et pour le réguler à la fois en température et en hygrométrie, on prend cet air, on le refroidit pour le déshumidifier. Après, on le réchauffe parce qu'on ne peut pas travailler en pull dans les salles blanches. Il faut qu'on travaille à 21 degrés. Et ces contraintes nous sont imposées par l'Agence spatiale européenne. Et puis ensuite, comme on l'a certainement trop déshumidifié, on va le réhumidifier pour que ça soit à la bonne humidité relative. Donc c'est un processus qui est extrêmement inefficace en termes de thermodynamique, mais qui est le seul moyen qu'on a pour arriver à contraindre la température et l'hygrométrie de ces salles blanches, qui sont en termes de standards entre ISO 5 et ISO 8, pour ceux qui connaissent ce genre de jargon. Alors, on avait un projet qui existe déjà depuis 2018, qu'on avait mis en place. On a fait une première étude pour... comme on est à Marseille, on a un gros avantage, vous vous êtes rendu compte aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de soleil, et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps, ou presque, on va dire. Donc il y a quand même une source d'énergie qui est quand même relativement abondante et pas chère chez nous, c'est le soleil. Et donc on a déjà fait une étude en 2018 sur la possibilité de recouvrir l'intégralité du bâtiment. Ici vous avez une vue plus du parking de panneaux solaires photovoltaïques qui nous permettrait de réduire l'impact environnemental de notre consommation d'électricité à peu près d'un facteur 5. Donc c'est quelque chose qui est non négligeable. Alors je pense que si on pouvait même refaire l'étude avec des panneaux solaires thermiques, donc hybrides, on pourrait gagner encore plus, et peut-être même sans franchir du gaz. Et l'objectif qu'on a, c'est vraiment d'essayer, et on va travailler beaucoup avec la prochaine direction du laboratoire, pour essayer de s'affranchir de nos consommations de gaz d'ici 2030. Parce que outre l'aspect émission de gaz à effet de serre, il y a quand même aussi l'aspect de la production et de l'origine de ce gaz qui s'est remis sur le devant de la scène depuis 1 an et demi. On a été mis en relation via Labo 1.5 avec 2 autres laboratoires, notamment le C2N à Saclay, qui est un laboratoire de nanotechnologie, qui a aussi d'énormes infrastructures de salle blanche et qui est arrivé à la même conclusion que nous, que leur salle blanche consomment énormément de ressources en termes de fluide et qui ont réussi, via des aménagements de leur système de régulation, à réduire de 64% leur consommation de gaz. Et puis un autre laboratoire, cette fois-ci à Toulouse, qui a réussi également à réduire leur consommation de gaz de manière vraiment très très substantielle en l'espace de quelques années. Alors tout ça, ça demande par contre des investissements, parce qu'on ne peut pas juste régler des boutons pour que ça marche mieux. Il faut acheter du matériel pour le faire. Mettre des panneaux solaires, c'est pas gratuit, ça coûte quelques millions d'euros. Mais les retours d'expérience qu'on a eu de ces 2 laboratoires montrent que cet investissement de quelques millions d'euros en fait est amorti en quelques années, voire moins de 10 ans, surtout au coût de l'électricité et du gaz cette année. Et donc pour ça, on ne peut pas le faire sur les ressources propres du laboratoire, qui de toute façon n'est pas propriétaire de ses locaux. Et donc le poids des tutelles est encore une fois prépondérable dans ce genre de projet. Alors ça, c'est juste une partie, tout ce que je vous ai présenté, c'est dans l'enceinte du laboratoire, mais en fait, comme je vous l'ai dit tout au début, on a une thématique qui est très orientée vers l'instrumentation, et on est déjà un laboratoire qui a une forte composante instrumentale, et on voit déjà l'impact que ça sur nos émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, ça, c'est qu'une toute petite partie, parce qu'on utilise beaucoup de ce qu'on appelle les grandes infrastructures de recherche. Je vous ai mis quelques photos ici de ces grandes infrastructures de recherche, vous avez peut-être entendu parler, ça inclut des télescopes au sol, ça inclut des télescopes dans l'espace, ça inclut plein de choses qui sont absolument partout sur la planète et pas forcément très très proches. Et quand on prend en compte toutes ces infrastructures de grandes infrastructures de recherche, dont l'ensemble de ces infrastructures de recherche en astrophysique sur toute leur durée de vie émettent de l'ordre de quelques dizaines de millions de tonnes de CO2, ce qui est équivalent à peu près à l'émission de CO2 annuelle d'un petit pays en Europe. Donc c'est clairement pas négligeable. Et si on prend compte en France de cette part de ces grandes infrastructures de recherche qu'on utilise et qu'on en a besoin pour obtenir des données pour faire notre science, et ben en fait on se rend compte que ça compte pour quasiment 65%, les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de notre thématique. Donc c'est clairement pas quelque chose qui est négligeable. La question, c'est la question de ce colloque, de savoir comment est-ce qu'on peut repenser nos pratiques. Et le chiffre qui était avant, qui était important à mon avis de noter, parce qu'on parle de chiffres depuis un peu le début de cette session. L'astrophysique française représente à peu près 20 tonnes de CO2 par personne, donc c'est quand même relativement supérieur aux 4 ou 5 tonnes, 6 tonnes par laboratoire, par personne dans les laboratoires moyens, en tout cas au niveau de Labo 1.5. Donc c'est quand même substantiellement supérieur. Et donc ça veut dire qu'on fait partie de la communauté qui émet peut-être parmi ceux qui émettent le plus. Donc on a à nous le rôle de réduire de manière substantielle nos émissions. Alors comment repenser nos pratiques et comment on fait une astrophysique bas carbone? L'idée c'est pas d'arrêter de faire l'astrophysique, on essaye de répondre en tout cas dans notre laboratoire, mais avec tout plein de collègues, à des questions existentielles, des grandes questions existentielles qui taraudent l'humanité depuis la nuit des temps.
La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait sans détruire le climat, qui d'ailleurs nous affecte aussi de rétrospectivement nos observations, parce qu'on observe à travers l'atmosphère, et que les dégradations des conditions atmosphériques fait que ça dégrade nos observations et la qualité de nos instrumentations. On est une science qui est très observationnelle, on a besoin de ces instrumentations pour pouvoir faire le travail. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire de manière plus soutenable. Et donc il y a une chose qui est assez évidente, hein, c'est qu'il faut faire plus de collaboration et moins de compétition. Je vous ai mis ici une vue des différents très grands télescopes au sol qui sont en cours de construction ou déjà construits. Et je vous ai parlé là, tout à l'heure du télescope géant. Attends, je suis perdu là. Hop, il est là. Celui-là, là, le télescope européen qui va faire 40 mètres de diamètre. Pour vous rendre compte de la taille de l'engin, si on le construisait dans le parc du Pharo et qu'on construisait la coupole au ras de la porte du bâtiment, l'autre partie de la coupole arriverait au niveau du vieux port, au niveau de l'autre côté du parc, et sur une taille qui fait à peu près 2 fois la taille du palais du Pharo. Donc c'est un truc immense qui va nous permettre de répondre à des grandes questions, aller explorer l'univers lointain, aller explorer des planètes extrasolaires, aller sonder leur atmosphère, savoir s'il y a des biomarqueurs typiquement dans cette atmosphère. Mais ça a un coût carbone assez substantiel. Et puis en fait, on n'en construit pas qu'un, on en construit 3. Alors un en Europe, et puis 2 aux États-Unis, dont un d'ailleurs est assez problématique parce qu'il veut être construit au sommet d'une montagne sacrée, au milieu d'un cimetière pour toute la population polynésienne, qui pose d'énormes problèmes sociétaux également. D'ailleurs, le télescope est à l'arrêt et la construction est au point mort parce que la communauté hawaïenne, typiquement, ne veut absolument pas de ce télescope sur la montagne sacrée, et je comprends complètement. Mais quoi qu'il en soit, on en construit 3. Il y a des chances que dans les années ou dans les décennies à venir, on en construise un nouveau chinois, et que finalement, ces 4 grands télescopes, qui vont avoir un poids monstrueux dans l'empreinte environnementale de la recherche en astrophysique, vont répondre aux mêmes questions, on va avoir la même sensibilité aux mêmes choses. Et que finalement, si notre intérêt, notre objectif, notre boulot, c'est d'augmenter les connaissances, et on travaille pour qui? On ne travaille pas pour juste le peuple européen, on travaille pour toute l'humanité. Et donc, si on veut augmenter les connaissances de l'humanité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 télescopes qui font exactement la même chose, alors qu'un seul pourrait suffire? Alors, il y a aussi quelque chose qui n'est pas pris en compte pour l'instant dans la bande 1.5, mais c'est en cours, c'est tout ce qui est calcul intensif. Et c'est quelque chose qui, généralement, avec une énorme frugalité, typiquement, le facteur d'émission qui a été estimé en France, c'est à peu près 5 tonnes de CO2 par mégaheure de temps de CPU. Donc c'est pas négligeable, hein. Généralement, les applications sur les grands centres de calcul, 1 mégaheure de calcul, c'est une toute petite demande, et on a des demandes qui peuvent aller jusqu'à quelques dizaines de mégaheures par projet. Donc c'est vraiment énormément de CO2 qui sont émises de ce côté-là. Il y a une forte démocratisation aussi des applications de type machine learning et intelligence artificielle qui sont là aussi avec un but de réduire fortement les temps de calcul, mais il y a certainement un effet rebond qui se cache derrière, de dire que finalement on va surexploiter ces trucs-là, et au final on va avoir besoin de plus de ressources que si on ne les utilisait pas. Et donc on a vraiment besoin de travailler aussi sur une approche raisonnée de ces ressources dites HPC. Et on a aussi besoin d'un accompagnement professionnel, parce que nous, scientifiques, en tout cas je parle pour moi, on n'est pas des experts en développement de logiciels et de code de manière optimisée. Et que cet accompagnement vraiment professionnel de comment est-ce qu'on fait pour développer des codes numériques efficaces et rapides, et pas rapides, mais énergétiquement bas, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire. Nous, on connaît la science, on connaît ça, mais on connaît pas forcément comment faire des bons codes. Et puis il y a toute la question de la gestion et partage des données qui s'accumulent, et ça fait à la fin beaucoup de CO2 finalement émises. J'en arrive à ma conclusion, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Je vois que Céline ne fait pas des gros yeux encore, ça va. Si tu fais des gros yeux, tu fais gros yeux. Bon, alors c'est ma dernière slide. Alors donc on a une transition à faire qui est difficile, parce que ça touche quand même à des choses qui sont à notre vecteur de travail, hein, qui est indispensable pour pouvoir faire cette recherche, mais qui malgré tout est urgente. Je pense que vous êtes tous convaincus. Donc le LAM, c'est un exemple d'un laboratoire qui est à la pointe de la recherche et de l'instrumentation en astrophysique, mais qui a quand même engagé sa transition. On a besoin d'un accompagnement indispensable de nos tutelles, hein, par des obligations pratiques, par des obligations de pratiques vertueuses, et puis aussi des investissements qui peuvent nous aider à relativement court terme de s'affranchir d'une grande partie de nos émissions. On a aussi besoin d'un changement profond de méthode de travail au niveau des communautés entières, et donc c'est pas quelque chose qu'on résoudra ici, hein, mais c'est quelque chose qui doit se repartir à vraiment toutes les échelles. Parce que le but, on travaille malgré tout à la fin pour l'humanité, et donc on n'a pas, cette compétition qu'il y a entre les agences. En Europe, on est plutôt bon en compétition, en collaboration, mais il y a quand même une grosse compétition avec les autres partenaires à l'international, fait que tout ça fait de plus en plus de CO2 émis. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie.
Merci beaucoup Alex et Tamara pour ces éléments. Alors c'est le retour des sciences sociales, donc vous allez voir le changement de style aussi des slides. Voilà, avec, vous le constatez, une espèce d'hyper-sobriété. Autant tu nous as fait rêver avec un certain nombre de photos, là vraiment vous allez être à l'os sur le plan des images. Je vais essayer en contrepartie quand même de vous partager quelques éléments, à défaut que ce soit des éléments visuels. Donc au cours de mon enquête de thèse, j'ai mené des entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices de ce fameux calculateur GES 1.5 en me disant qu'est-ce qui se passait pour les personnes qui les utilisaient et puis aussi dans les laboratoires. Donc c'est une vingtaine d'entretiens que j'ai menés entre mars et avril 2022 avec à part égale aussi bien des personnels de recherche que de soutien à la recherche et le statut joue un petit peu sur le rapport à tout ça. Ce que j'ai pu constater, c'est un certain nombre de tensions qui ne vont pas surprendre, je pense, celles et ceux qui parmi vous ont pu faire l'expérience de ces pratiques et de ces réflexions. Alors la question des tensions n'est pas nouvelle en sciences sociales, hein, ça remonte à très loin, et puis elle est, disons, elle gagne aussi à être lue avec les apports de la sociologie du travail. Alors c'est pas mon domaine de spécialité, mais mon enquête m'amène à voir ça, et aussi les politiques de décarbonation. Il y a des collègues qui ont montré que dans d'autres domaines, il y avait aussi des tensions qui peuvent résulter d'objectifs contraires, voire contradictoires. Par exemple, des situations où vont être opposées des politiques de soutenabilité et des politiques de réduction de pauvreté énergétique. Et puis parfois des tensions, contradictions entre certes des objectifs conjoints, mais des méthodes différentes pour les atteindre. Et puis la sociologie du travail nous montre aussi que dans l'espace professionnel, un certain nombre de personnes peuvent être traversées par des tensions. C'est pas propre aux activités de recherche. Il y a des collègues qui ont travaillé là-dessus dans le cadre du secteur public notamment. Et voilà, et puis parfois même, il ne faut pas non plus surinterpréter le fait qu'il y ait des tensions. Le travail de mon collègue Pierre-Louis Choquet sur les travailleurs des plateformes pétrolières montre que ces derniers ne vivent pas sous la forme d'une tension, d'une contradiction. Le fait que leur activité professionnelle contribue d'une manière ou d'une autre au réchauffement climatique. Et puis d'autres collègues ont travaillé sur les désajustements. Vous savez, cette espèce d'espace qui s'insère entre des tâches à accomplir et des formes de tension ou de dilemme. Tu parlais d'ailleurs, Alex, d'angoisse et de dilemme. Là, on le retrouve en la matière. C'est parce que la sociologie du travail nous montre que dans le travail ne se joue pas qu'une expérience de travail, ce n'est pas qu'une liste de tâches à accomplir. Isabelle Ferreira l'explique bien, il y a une relation instrumentale, une relation expressive, et c'est ça aussi qui explique à un moment donné que peuvent se développer des réflexions quant à ce qui fait les conditions de ce travail, et ici de ce travail scientifique. Parmi les entretiens, ce que j'ai pu retirer de ces entretiens, des personnels m'ont décrit au moment des résultats, effectivement, d'abord des phénomènes de surprise, lorsque la donnée quantitative vient frotter sur l'expérience qualitative. Certaines personnes pensaient que c'était par exemple le bâtiment qui représentait le principal poste d'émission, et en fait c'était parfois les achats. Donc on voit bien que la mise en nombre a produit un effet de désajustement entre ce que pouvait indiquer l'expérience faite. Je me souviens d'un entretien fait avec 3 personnels de recherche qui me décrivaient que leur bâtiment était une passoire thermique, mais ce n'était pas seulement dans la description, je le voyais, parce que ces personnes étaient vraiment emmitouflées, je crois que le terme est approprié, dans un bâtiment qui était très difficile à chauffer. Et donc sur le cas des bâtiments, par exemple, effectivement, ça raconte aussi une décarbonation qui n'est pas totalement entre les mains des personnels de recherche. Quelqu'un me racontait dans un labo de sciences humaines et sociales qu'ils avaient énormément progressé en termes d'empreinte carbone, mais de son propre aveu, reconnaissait qu'il n'y était pour rien, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait une politique effectivement de rénovation des bâtiments qui leur avait permis d'améliorer tout ça. Et puis la question se pose aussi quand le bâtiment où se trouve un labo est partagé entre plusieurs entités. Ça c'est le laboratoire ne peut pas tout seul décider de cela. Parmi les autres éléments en entretien, c'est aussi le cas de la relation avec les fournisseurs. Évidemment, quand vous commandez des produits ou des paquets, j'ai eu aussi en entretien beaucoup de personnes qui racontaient la taille des colis.
que les personnes pouvaient recevoir. Alors moi qui suis dans les sciences sociales, effectivement, je ne commande jamais de colis dans mon activité de recherche, mais il y avait une personne qui racontait toute la logistique qu'elle avait mise en place pour envoyer les blocs froids pour que ces derniers puissent être réutilisés, etc. Mais qu'elle n'avait pas la main, encore une fois, sur la taille des colis. Et puis la politique des achats, notamment par exemple sur l'usage des matériaux plastiques. Alors là encore, ce n'est pas une thématique qui concerne uniquement la recherche, hein. Ça se trouve par exemple dans le cas de l'hôpital public, mais par exemple le fait que remplacer les produits plastiques par des produits en verre nécessitait des personnels pour faire tourner les laveries et des postes de soutien à la recherche qui, de toute façon, disparaissaient au fur et à mesure des années. Et c'est là où on voit bien que la question de la décarbonation est aussi reliée à la question de l'économie politique des sciences et puis des effets, année après année, décennie après décennie maintenant, des politiques néolibérales qui façonnent la manière dont le travail scientifique est organisé. Comment concevoir une décarbonation sans moyens, et ici sans moyens humains, pour peut-être changer les pratiques de recherche et recruter des personnels qui peuvent le faire. Et puis aussi une pression qui s'exerce. Collecter les données s'avère coûteux en temps. Il faut trouver les données, il y a un travail de la donnée. Et la latitude à pouvoir s'y consacrer dépend aussi du statut. Une personne qui travaillait dans un labo d'astronomie dans l'Est de la France à un poste de soutien à la recherche me décrivait comment elle avait du mal à suivre les publications. Elle doit suivre dans le cadre de son travail les publications. Et en même temps, elle était chargée de faire l'empreinte carbone du labo. Eh bien, elle présentait vraiment comme deux objectifs très difficilement conciliables le fait de faire les deux. Se mettant en défaut presque sur l'un comme sur l'autre, en tout cas tel qu'elle l'évoquait. Et d'autres personnels qui peuvent être par exemple chargés de recherche au CNRS, lorsque je leur demandais mais comment vous avez aménagé le temps pour cette collecte de données, eh bien me disaient tout simplement mon statut fait que je peux y consacrer une matinée ou aménager mon temps de travail. Donc voilà, on retrouve aussi la question des statuts. Ce qui compte d'ailleurs s'il s'agit d'impliquer dans ces questions-là des collègues qui sont comme moi, doctorantes ou post-doc, avec la difficulté à trouver des postes. La question des postes avait été évoquée ce matin. Je pense qu'elle se pose aussi dans ces questions, la manière d'articuler la précarité croissante de nos métiers avec la possibilité concrètement de les réorienter sur le plan climatique. Et un des deux derniers éléments que je voulais partager avec vous, c'est cette menace sur l'excellence. Alors l'excellence est revenue de différentes manières au cours de nos échanges. Vous avez vu que je l'ai placé entre guillemets. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est quand même un terme qui revient souvent dans le discours des institutions, l'excellence de la recherche française. Et j'ai assisté à plusieurs réunions, manifestations, voilà, d'un organisme national de recherche qui se mobilise autour du développement durable de la recherche depuis quelque temps. Et la question de l'excellence est revenue. Et une manière, presque d'une manière défensive, c'est-à-dire comme une sorte d'inquiétude que j'ai pu constater au cours de réunions et qui m'a été aussi verbalisée en entretien, une inquiétude comme quoi les activités de décarbonation, les minorités agissantes, c'est un terme qui était revenu en entretien, les minorités agissantes menaceraient l'excellence de la recherche française. C'est parce qu'en fait, il y a une certaine manière dont la recherche est organisée, financée, vous en faites l'expérience dans vos métiers, et bien qui semble, disons, orthogonale avec une espèce de descente énergétique de la production scientifique. Le terme est un peu impropre, mais voilà, là je l'utilise comme ça pour nos échanges. Et je me souviens de quelqu'un qui a un poste de direction dans cet organisme national de recherche et qui disait, bah voilà, ça va être très simple. Il va y avoir une recherche fondamentale qui fera avancer les connaissances, entre guillemets, je cite cette personne. Et puis à propos de toute recherche qui ne ferait pas avancer les connaissances et qui mettrait du CO2, eh bien, je vous cite ce qu'il disait, celle-là, il faut l'arrêter.
Évidemment, quand on connaît un petit peu l'histoire des sciences, la sociologie des sciences, la manière aussi dont se passe l'activité quotidienne, la matérialité quotidienne du travail scientifique, on se rend compte que cette question n'est pas aussi simple, et que si elle était si simple que ça, peut-être qu'il n'y aurait même pas besoin de Future Earth et de nos échanges, et que nous aurions trouvé la solution. Il y a, si j'en passe par là, quand même une espèce de lutte de cadrage autour de ces questions de décarbonation, entre des acteurs qui cherchent à rendre compatible la tentative de mise à l'agenda de l'environnement dans l'enseignement supérieur avec la façon dont la recherche est actuellement organisée et dont elle a été organisée depuis maintenant quelques décennies, et d'autres acteurs qui considèrent que la décarbonation nécessite de changer la manière dont se fait le travail scientifique. Et évidemment, il y a une espèce de lutte d'étiquetage que moi je retrouve sur mon terrain d'enquête quand des personnes me racontent qu'elles sont décrites comme activistes, ou quand des personnes de Labo 1.5 me disent nous nous situons du côté de la science, nous voulons collecter des données pour produire des articles qui vont informer la manière de réorienter nos métiers. Mais en même temps, en entretien, d'autres personnes me disent voilà, nous sommes du côté de la science, c'est-à-dire du côté des organismes nationaux de recherche. Nous sommes du côté de la science, Labo 1.5 est du côté des activistes. Ce sont des propos situés en entretien. Je ne veux pas que ça emporte qualification sur des organismes où plusieurs centaines de personnes travaillent. Donc voilà, je circonstancie. Mais néanmoins, c'est des choses. Donc voilà, il y a cette espèce de lutte qui rappelle voilà, qu'en fait, l'environnement n'est pas un objet neutre. Sa circulation dans l'enseignement supérieur fait l'objet de réappropriation contestée et contrastée, et ça emporte des conséquences en matière de décarbonation. Et je voudrais conclure par la question de la commensurabilité dont je parlais tout à l'heure, donc la manière dont vous allez rendre comparable par le biais de la quantification des choses qui n'étaient peut-être pas avant. Pensez donc avant l'empreinte carbone. Comment vous pourriez comparer l'activité d'un labo d'astrophysique avec le mien, un labo de sciences sociales? Très compliqué. Nous ne faisons pas la même science, c'est des cultures épistémiques différentes, ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Isabella. Voilà, il y a des différences qui rendent les choses difficilement comparables. Aujourd'hui, il y a cette métrique commune qui a elle-même une histoire, mais il y a cette métrique commune de dioxyde de carbone équivalent qui permet la comparaison. La comparaison limitée, puisque à part la métrique commune, c'est très difficile de comparer nos disciplines. Et par le choix d'un processus de quantification à l'intérieur de Labo 1.5 qui n'est pas centré sur une seule pratique de recherche, par exemple les déplacements, et qui donc voilà, ne se concentre pas sur une seule pratique de recherche, et qui rend comparables les différentes dimensions du travail scientifique, eh bien, je constate que l'imputation des responsabilités est rouverte. C'est-à-dire que la question de qui est responsable de quoi, qui cause l'empreinte carbone de la recherche, se trouve posée à nouveau frais, parce que des éléments de la vie scientifique qui n'étaient pas comparables entre eux à l'intérieur d'un laboratoire et puis à l'extérieur des laboratoires se trouvent ainsi comparés. Et pour conclure, je pense que ça permet d'essayer de comprendre que la décarbonation, avec ce cas, si j'en reviens au-delà du calculateur, peut-être à Labo 1.5, c'est une espèce d'entreprise qui permet de voir que la décarbonation peut s'envisager autrement que comme un dispositif décidé d'en haut, appliqué en bas, et donc de réinvestir la question climatique par la question démocratique, avec une question simple, qui a la capacité de décider de la réorientation écologique des activités sociales, et ici de la recherche publique, et autrement dit, où se trouve ce qu'on appelle dans ma discipline plutôt, je ne suis pas auto-interdisciplinaire, mais disons que dans ma discipline, le foyer du trouble. Ça vient de Joseph Gusfield, qui est un chercheur américain qui a travaillé sur les accidents de la route. Où se trouve le foyer du trouble, c'est-à-dire le cœur de l'explication des gaz à effet de serre de la recherche, dans le comportement individuel, au niveau d'un laboratoire, des politiques publiques, dans les contraintes des disciplines ou dans celles des infrastructures d'un pays ou d'une communauté épistémique, ou dans l'organisation de l'économie politique de la science aujourd'hui. Et situer le foyer du trouble, du carbone en l'occurrence, à tel ou tel endroit de l'espace scientifique n'emporte pas du tout les mêmes réponses en matière de décarbonation. Et c'est cette instabilité-là, aujourd'hui, dans le moment où nous sommes, qui explique un certain nombre de tensions qui ne sont pas seulement saisies à l'échelle des personnels de recherche, mais qui, je pense, traversent et questionnent les institutions et les politiques dont elles ont la charge. Je vous remercie. Et j'en profite parce que tous ces échanges sont passionnants pour bien sûr remercier l'équipe organisatrice
fondatrice de Future Earth d'avoir permis cela.